Bonjour à tous, je m'appelle Charlotte Hinslev, je suis maître de conférence sur les risques climatiques et les stratégies de résilience à l'UVSQ. Donc, Thomas Garnier, je suis ingénieur de recherche au LATMOS, qui est un laboratoire de recherche en planétologie, et je suis responsable du Master 2 New Space sur les nanosatellites. Et je suis co-responsable du Master 2 Adaptation au changement climatique, donc les deux masters qui font partie de ce jeu. Donc rapidement, on voulait revenir sur l'apport des jeux sérieux dans la gestion de crise, parce que c'est finalement le thème de notre jeu sérieux. Donc rapidement, le contexte dans lequel on vit, on le sait tous, on vit un contexte de changement climatique avec une augmentation des catastrophes climatiques. Donc quelques exemples, l'ouragan Katrina à la Nouvelle-Orléans en 2005. Le problème, c'est que la survenue de ces événements, ça coûte des dégâts humains et matériels. Idem, la tempête Cynthia en France en 2010, 59 décès, 1,53 m à La Rochelle. Et un autre événement assez récent, les inondations à Paris en 2016. Donc c'était 6,1 mètres de hauteur d'eau à Paris et ça a coûté 1,4 milliard d'euros de dommages. Donc voilà, c'est quelques événements qui illustrent en fait cette recrudescence d'événements catastrophiques. Et le souci, c'est qu'en parallèle, il y a une augmentation des enjeux, donc en l'occurrence de la population urbaine. En 2007, pour la première fois, c'est 50% de la population mondiale qui est urbaine. Donc on se rend compte qu'on concentre sur une très petite portion du territoire une multitude d'enjeux qui sont croissants et en parallèle, on a cette augmentation des catastrophes dans les milieux notamment urbains. Et c'est une situation qui est exponentielle puisqu'on occupe de plus en plus ces territoires urbains et c'est pas près de s'arrêter. Donc les constats qu'on peut observer, c'est qu'on observe des enjeux et des incertitudes qui sont croissantes et c'est difficile de se projeter dans ce futur qui est incertain. On a du mal à identifier finalement les enjeux qui vont être mobilisés, on a du mal à se projeter sur les stratégies pour atténuer finalement les impacts négatifs de ces catastrophes. En parallèle, on se rend compte aussi que les acteurs les mieux préparés aux crises, qu'elles soient climatiques ou autres, sont les acteurs qui ont déjà expérimenté une crise. Et c'est là que peuvent intervenir finalement les jeux sérieux dans cette dimension de la gestion de crise. Donc très synthétiquement, je vais essayer, les jeux sérieux dans la littérature, ce sont des jeux qui vont mobiliser en fait un processus éducatif. Donc, on l'a vu avec la première présentation. L'idée, c'est finalement d'avoir un processus d'apprentissage, de communication, de partage de connaissances, d'invention, de créativité. Et on se rend compte également que dans ce processus pédagogique, finalement, les individus qui vont être acteurs de leur formation enregistreraient ou retiendraient plus d'informations. Donc c'est aussi le principe finalement de tout ce qui est Montessori. Dans un processus classique d'enseignement, les étudiants retiendraient que 5% de l'information et dans un processus finalement où ils seraient acteurs, ce serait 75% de l'information. Donc évidemment qu'on est plus, en tant qu'enseignant, on est davantage satisfait quand c'est 75% de l'information. Et donc voilà, ce processus pédagogique va permettre de les impliquer davantage, d'être plus innovants dans la pédagogie et de leur permettre de prendre des décisions de manière plus libre, plus créatrice et en faisant des liens entre différents types de connaissances et de compétences. Les jeux sérieux dans la gestion de crise, ça apporte plusieurs éléments, des connaissances, on va dire, théoriques qu'on va identifier comme des hard skills. Donc ça peut être sur vraiment le processus de gestion de crise, sur des concepts tels que le concept de vulnérabilité, de résilience, également tous les documents administratifs dont on se sert, en tout cas notamment en France, pour gérer une crise climatique, et également identifier tous les acteurs qui vont être mobilisés dans ce processus de gestion de crise. Ce qui est intéressant, c'est que ça va aussi développer des soft skills, donc plus des façons d'être, de se comporter. Donc l'innovation, l'expérimentation, la dimension compétitive, mais également aussi collaborative, en fonction de comment le jeu est conçu. Également des expériences émotionnelles et sensitives. Et donc finalement, c'est aussi tous ces soft skills qu'on va être avide de développer auprès de cette population d'étudiants. Donc les deux publics qu'on a mobilisés au cours de ce jeu, donc comme je vous l'ai dit, c'est le Master 2 Adaptation au changement climatique. Donc je suis la co-responsable, donc c'est un Master 2 qui est porté par l'Université Paris-Saclay. Et donc l'objectif, c'est de développer des compétences et des connaissances sur les changements environnementaux, globaux et climatiques. Et l'idée, c'est de développer des connaissances sur toute la dimension systémique en fait, du changement climatique. Donc quels sont les acteurs qui sont mobilisés, quels sont les enjeux qui sont mobilisés et essayer d'avoir vraiment une compréhension de toute cette complexité qu'on observe dans ce contexte de changement climatique. Et donc le second public, c'est les masters de New Space, qui est aussi un master de l'Université Paris-Saclay,
Nos deux masters font partie de l'OVSQ, l'Observatoire de Versailles-Saint-Quentin, qui est le département sciences du climat et de l'environnement de l'Université de Versailles. Et donc le second public, c'est les masters de New Space, qui est aussi un master de l'Université Paris-Saclay. Nos deux masters font partie de l'OVSQ, l'Observatoire de Versailles-Saint-Quentin, qui est le département sciences du climat et de l'environnement de l'Université de Versailles-Saint-Quentin. Donc on interagit beaucoup ensemble sur les mêmes thématiques, mais venant de spécialités différentes. Et donc moi, les miens, ils sont de typologie ingénieur, mais ça peut être des scientifiques qui tendent vers l'instrumental aussi. Et la compétence, on va dire, transverse qu'on essaie de leur apporter, ça va être la conception d'un satellite, d'une mission pour aller amener une charge utile, donc un instrument d'observation ou de télécom, dans l'espace pour y faire voilà, sa mission. Et du coup, on a eu l'idée de réunir nos deux populations de masters qui, a priori, ne se parlent pas ou peu dans la vraie vie, autour de ce jeu sérieux pour les faire se découvrir. C'est toujours très intéressant que des populations d'étudiants qui n'ont pas du tout les mêmes typologies enseignement-métier se découvrent. Et puisque en fait, l'objet de la crise, qui est un événement climatique cataclysmique, peut être tout à fait traité par les étudiants de Charlotte comme par les miens, avec des lorgnettes et des méthodes très différentes. Et là, on a donc imaginé ce scénario qui les fait se rencontrer sur des besoins complémentaires. Et donc, dans la construction de ce jeu sérieux, on a été aidé par une entreprise qui s'appelle Mayan, qui est un bureau d'études en fait, spécialisé justement sur les risques climatiques et en l'occurrence surtout le risque inondation. Et ils ont une forte composante pour développer ce qu'on appelle la culture du risque, donc pour vraiment essayer de diffuser finalement les bonnes notions, les bonnes réactions à avoir en cas d'un risque, de la survenue d'un risque. Donc le jeu s'est déroulé en fait du 15 au 20 janvier 2024, donc c'est très récent pour nous, on peine encore à s'en remettre. Et donc l'objectif, en tout cas le scénario global, c'était finalement les étudiants les placer face à une situation d'un risque inondation sur le bassin versant de la Tête, donc c'est dans la région de Perpignan. Donc il s'était inspiré d'une vraie catastrophe qui a eu lieu en 2020, donc la tempête Gloria, pour ceux peut-être qui s'en souviennent, qui a touché l'Espagne et le sud de la France. Donc l'idée, c'était vraiment de s'inspirer de cette situation extrêmement réaliste et de les soumettre à des stimuli. Donc des stimuli qui allaient développer vraiment des réactions. Alors les stimuli pouvaient être écrits ou appels téléphoniques. Donc ils étaient mis en pression en permanence et de gérer ces urgences au fur et à mesure, tout en limitant les impacts négatifs sur leur territoire et sur leur population. Donc effectivement, par rapport aux autres jeux qui ont été présentés avant, c'est un jeu beaucoup plus monde ouvert, là. Un jeu un peu plus fleuve. Donc nous, on a choisi un cadre du coup, et une situation de départ. Et on leur a donné plein d'informations complémentaires, pas forcément qu'elles allaient dans le bon sens d'ailleurs. Donc il y avait aussi des fake news, il y avait des informations qui ne servaient à rien, donc il fallait qu'ils trient l'information. Ce qui fait qu'il n'y a absolument pas de bonne réponse à notre jeu. Et que nous, notre objectif était vraiment de les mettre dans une situation de type professionnalisant. Pour Charlotte, sur la gestion de crise et donc les phases et la documentation associée et ce qu'il faut faire. Pour les miens, sur des phases de création de missions spatiales, de mise en œuvre et d'interaction avec des gens qui ne sont pas des ingénieurs spatiaux pour parler de la donnée spatiale, qui est évidemment la raison pour laquelle on envoie des satellites. Et donc on a déroulé ça sur une semaine avec une préparation qui était faite chacun de son côté le lundi, où on leur présentait le cadre et ils préparaient donc pour Charlotte un diagnostic territorial. Et pour les miens, je les mettais dans une situation alors un peu fantasmée, mais qui est plausible, mais pas tout à fait réaliste, de créer une SNSM de l'espace. Donc, pour ceux qui connaissent la SNSM, c'est la Société nationale des sauveteurs en mer. Là, l'idée, c'était de dire que demain, c'est-à-dire en quelques années, en Europe, on aura plusieurs micro-lanceurs qui vont être autonomes et en phase commerciale. On n'aura plus que Ariane 6. Et donc, on pourrait avoir plusieurs endroits en Europe, parce qu'il y a des spaceports qui se développent en Europe aussi, pour ceux qui suivent l'actualité spatiale, en Écosse, en Espagne et en Suède. On pourrait avoir des hangars dans lesquels on a des petits lanceurs qui ressemblent à des gros missiles, sur lesquels on pourrait mettre des satellites qu'on préparait en quelques heures, quelques jours dans la réalité, mais là on a joué quelques heures, pour aller donner une capacité dans l'espace, donc, ou d'observation ou de télécommunication, de manière très réactive. Ça serait un petit peu donc, une manière d'aller répondre à un conflit armé ou à une situation cataclysmique climatique pour l'Europe. Voilà. Et donc on a joué au début, la mise en situation chacun de son côté, on les a ensuite mis ensemble, et le scénario a commencé vraiment le mardi, où là ils ont été mis en équipe et ils ont interagi.
Donc les équipes finalement c'était 7 groupes donc, qui représentaient l'agglomération de Perpignan, 3 autres communes, un aéroport et 2 groupes qui étaient des bureaux d'études spécialisés dans le spatial, donc qui étaient supposés aider finalement les groupes qui étaient responsables de communes dans l'acquisition de données, dans la compréhension de la crise et notamment par exemple les hauteurs d'eau, etc. Donc comme l'a dit Thomas, le mardi et le mercredi et le jeudi étaient destinés à la simulation. Donc là, on les a vraiment mis en pression, avec une montée en pression, plein d'événements qui arrivaient auxquels ils devaient réagir, pour à la fois gérer la crise et interagir entre eux. Les bureaux d'études, donc les deux équipes de mon master, c'est quelque chose de réaliste. Ce sont des sociétés aujourd'hui qui complémentent la donnée que peut donner Météo France à des localités en situation de crise. Donc c'est vraiment des choses qui sont réalistes. Et ensuite, on a eu la journée du mercredi qui était vraiment la pire, où ils ont le climat qui se déchaînait, les populations qui étaient en galère sur le sol, et beaucoup d'informations à échanger. Ils avaient beaucoup de perturbations, il y avait des journalistes qui les appelaient, le papy qui appelait parce que son chat était dans l'arbre, enfin voilà, des choses à gérer, donc il fallait donner plus ou moins de temps et d'attention à chacune des informations. Et on leur a aussi donné une newsroom immersive que vous montrera Charlotte après, pour vraiment participer à ce caractère immersif et cet afflux de données qui était vraiment très important. Et du coup, le vendredi, c'était vraiment un retour d'expérience qu'ils devaient faire sur justement la mise en simulation, à la fois en termes de jeu, donc ils devaient perdurer dans le jeu en tant qu'acteurs du territoire, et faire un retour d'expérience sur qu'est-ce qui avait bien marché ou ce qui n'avait pas bien marché. Donc on avait plusieurs types d'équipements, des équipements papier type carte A0, mais également des tablettes. Donc chaque groupe était équipé d'une tablette pour vraiment faire perdurer cette dimension immersive. Certains logiciels qui les aidaient aussi dans un processus de collaboration et de communication intergroupe. On avait également des écrans tactiles qui étaient prêtés par l'OVSQ. Et comme l'a dit Thomas, la salle MIR, qui est donc hébergée par l'OVSQ et la PIT, donc l'idée c'était d'avoir un mur d'écran avec un flux continu d'informations, des informations qui parfois se révélaient extrêmement utiles dans la résolution de la crise et d'autres parfois qui n'étaient absolument pas utiles. Donc ils étaient confrontés au problème des fake news et donc comment trier ce flux d'informations et le communiquer au reste du groupe. Sachant que la partie logicielle qu'on leur a mis à disposition et des tablettes participaient à ce caractère immersif. Ils avaient donc une adresse email Gmail par groupe avec un drive dans lequel on leur avait préclassé des dossiers. Ils avaient des dossiers de rendu dans lesquels ils allaient nous mettre tout ce qu'on leur demandait. Nous, on voyait tout en back-office en temps réel. Donc on pouvait interagir sur leur rendu en temps réel, aller leur demander des compléments, aller le balancer sur le mur d'écran pour que les autres groupes le voient si c'était utile ou si c'était justement contradictoire avec d'autres. Et Trello et Slack ont été très importants. Donc Slack, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la fusion entre un MSN Messenger et une boîte email qui permet de discuter dans des canaux de discussion pré-triés. Et ça permet à énormément de gens de discuter en même temps sans qu'on ait des choses absolument inutiles à lire. Et nous, en tant qu'équipe Game Master, on jouait des rôles aussi. Donc on jouait des habitants, le préfet. Donc il y avait la préfète qui était la personne de chez Mayan. Et on leur donnait des réponses ou on leur posait des questions avec plein de rôles comme ça. Donc on appelait en faisant des accents, vous verrez sur le film, donc, pour essayer de participer à ce caractère complètement immersif. Donc on était au total une dizaine de personnes à faire ça. Alors nous, full time, et puis il y avait 5 ou 6 personnes à Montpellier chez Mayan qui le faisaient 1 ou 2 fois par jour. Et ça a vraiment participé à ce que les équipes, pendant 3 jours, ils ont un peu pris feu quand même. Mais on leur avait bien dit, il y aura trop d'informations, il vous faut la trier, l'analyser. Et c'est aussi ça qu'on veut que vous sachiez faire. Donc à la suite de ce jeu, leur a fait passer un questionnaire pour justement avoir un peu un feedback de ce qu'ils avaient vécu, ce qu'ils avaient mobilisé comme type de compétences. Donc là, on se rend compte qu'ils ont mobilisé énormément de compétences acquises notamment lors de leur formation, donc au cours du premier semestre, mais également des compétences plus humaines, donc gérer son stress, gérer ses priorités, mieux communiquer, gérer une équipe, etc., sans s'étriper mutuellement. Donc voilà, c'était intéressant d'avoir ce feedback à chaud parce qu'on l'a fait passer le vendredi et l'un comme l'autre dans un processus à plus long terme on a des rendus qui sont plus à froid pour essayer de voir comment ils ont digéré l'événement. Donc on a évidemment eu aussi un gros pôle communication, donc ils ont été formés aussi, on les a soumis à tourner des vidéos, etc. Ils avaient des posters de communication à faire, ils avaient des vidéos à nous envoyer. Ils avaient des réponses call à faire, ils avaient des comptes rendus de réunion, ils avaient des réponses à interview.
Donc on essayait vraiment de les mobiliser sur un panel d'outils de communication qui était important. Ils ne réutiliseront pas forcément tous dans leur vie professionnelle, mais pour les faire sortir un peu de leur zone de confort aussi. Ça, c'est des choses que moi, j'avais pu bosser avec eux parfois pendant l'année. Donc là, on voit qu'ils tournent une vidéo sur fond vert. Donc ils étaient totalement autonomes. On leur avait mis ces outils à dispo et c'est eux qui allaient choisir de faire un message à la population en tournant une vidéo, d'aller faire tout ça. Et donc vous voyez en bas la zone où en fait chaque équipe avait une personne en astreinte, un peu comme on serait en astreinte dans une salle de crise au ministère des Affaires étrangères. Et ils y envoyaient à chaque fois une personne qui tournait et qui était la représentante du groupe pour capter cette information dans la newsroom. Et ça a duré pendant 2 jours et demi. Donc voilà. Ils ont dû s'organiser pour ça aussi. La partie organisation de projet, timing, a été très importante. Et c'est souvent des choses sur lesquelles nos étudiants universitaires sont peu acclimatés. Alors je me permets de le dire parce que je gère aussi une formation en école d'ingénieur où on leur fait plus travailler en groupe pendant toutes les années. Donc les outils de gestion de projet, de gestion de tâches, de planif sont un peu plus habitués. Et là, c'était vraiment intéressant parce qu'il y avait beaucoup de monde à gérer, beaucoup de choses à organiser. Bon, on a largement dépassé notre temps, donc je vais m'arrêter là. Si vous avez des questions ou autres, une question.